Les cartes blanches de l'INP. Zaya Ziwani, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir et un honneur de vous accueillir ce soir à l'Institut national du patrimoine. Nous avons commencé en musique, c'est tout naturel puisque vous êtes chef d'orchestre. Le principe de cette carte blanche, c'est d'avoir une conversation avec une figure du monde culturel qui ne travaille pas nécessairement dans le secteur du patrimoine, mais qui, de par son parcours, de par ses actions aussi, peut avoir des choses importantes à nous dire sur ce qui est le cœur de métier des professionnels de cette maison. Zaya Ziwani, vous êtes chef d'orchestre, vous avez dirigé de très nombreux orchestres, vous avez dirigé les orchestres en France, à l'étranger, avec des solistes prestigieux. Vous êtes également très ancré dans le territoire francilien, à travers l'ensemble Divertimento de Stein. Est-ce que vous voulez, dans un premier temps, peut-être revenir pour nous sur votre formation, sur votre parcours et sur le choix de la musique et le choix de ce métier de chef d'orchestre ? Eh ben, écoutez, oui, avec plaisir. Déjà, merci pour cette invitation. Alors, moi, je travaille dans le domaine du patrimoine aussi, mais c'est un patrimoine qui est différent. Et justement, si je me permets de le souligner, c'est que justement, j'en parlerai après sur voilà comment j'ai eu envie de faire ce métier de chef d'orchestre là au XXIe siècle et comment on essaye d'apporter aussi une dimension innovante et créative dans un univers où justement on s'appuie sur du patrimoine qui appartient des époques anciennes. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée et animée dans ma réflexion. Alors en fait, avant ça, évidemment, j'ai découvert la musique en fait dans le cadre familial puisque mes parents étaient mélomanes, pas du tout musiciens, mais quand ils sont venus s'installer en France après l'indépendance de l'Algérie, puisque je suis d'origine algérienne, mon père est d'abord venu dans les années 60 et ma mère dans les années 70. Et ils étaient tous les deux assez curieux et dans un premier temps, ils ont eu comme souhait de vraiment découvrir la culture du pays dans lequel ils allaient venir s'installer et dans lequel ils allaient nous élever. Et voilà, donc moi j'ai grandi à Pantin, en Seine-Saint-Denis, voilà, dans un quartier populaire, politique de la ville à Pantin. Voilà, milieu modeste, mais en même temps mes parents très impliqués dans l'éducation, l'instruction. Et donc assez rapidement, quand j'ai voulu faire de la musique, mes parents ils nous ont inscrits. Alors j'ai une sœur jumelle, Fetouma, au conservatoire de Pantin. Et quand ma mère elle a souhaité aller nous inscrire, on lui a dit il y a plus qu'une seule place. Alors plutôt que de devoir choisir entre ma sœur et moi, en fait elle y a inscrit notre petit frère et du coup qui a commencé plus tôt que nous la musique.
Mais voilà, donc elle allait au cours, elle assistait au cours de mon frère, elle prenait des notes et après elle nous les restituait à la maison. Et bon, elle avait en gros une leçon d'avance sur nous. Mais c'est pourquoi je raconte cette anecdote, c'est que pour moi c'est important dans le sens où j'ai eu la chance de rencontrer justement cette transmission pédagogique de la musique par des parents qui étaient très impliqués. Et on sait que les parents, c'est les premiers partenaires éducatifs et mes parents ont vraiment joué ce rôle-là d'être très impliqués justement dans cette ouverture culturelle et nous emmener au concert, aller visiter les expositions, les châteaux. Donc vraiment, c'était quelque chose qui était assez naturel et qui a vraiment rythmé ma vie, mon enfance. Et donc, j'ai eu l'occasion finalement d'entrer au conservatoire après, de commencer par la guitare classique. J'ai adoré cet instrument, mais je souhaitais absolument jouer dans un orchestre puisque les musiques qu'on entendait à la maison, c'était les opéras, les symphonies. Et moi, ça me tenait à cœur de pouvoir jouer les musiques que j'entendais à la maison. Donc, j'ai décidé de faire un deuxième instrument, l'alto. Et c'est vrai que le fait de jouer de l'alto, ça m'a permis d'intégrer un orchestre et de découvrir l'orchestre de l'intérieur, tous les instruments et surtout le métier de chef d'orchestre. Donc, en plus, on joue de l'alto. C'est un instrument qui est placé au centre. Donc, c'était quelque chose une expérience qui a été très marquante pour moi. Et quand je voyais notre chef d'orchestre, je me dis, tiens, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Tiens, j'aurais dit la même chose ou là, j'aurais pas du tout dit ça. Donc, et donc, j'étais assez jeune et curieuse. Et bon, du coup, ça m'a interrogée. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à me projeter. Puis quand je commençais à en parler à mes professeurs, je leur disais, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Et alors, tout de suite, on m'a dit, oulala, Zaya, c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Donc, concentre-toi sur tes études. Alors, je me suis concentrée sur mes études, mais j'ai quand même continué à garder secrètement ce rêve. Et puis, de continuer à apprendre à emprunter les partitions d'orchestre, à la parthothèque du conservatoire et puis en fait à me documenter sur les grands chefs d'orchestre. Et c'est vrai que petit à petit j'ai commencé à voir que ce qu'on me disait quelque part ça venait pas de nulle part parce que quand je regardais les chefs d'orchestre c'était plutôt des hommes plutôt assez âgés et encore plus à cette époque-là, c'est vrai que c'est un métier qu'on faisait plutôt en deuxième partie de carrière. Donc c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à garder ça secret, mais voilà, j'ai continué à m'y intéresser. J'ai eu la chance de faire la rencontre d'un grand maître de la direction d'orchestre qui était de passage à Paris et qui m'a repéré parce que j'allais assister beaucoup à ses cours publics. Et donc voilà, donc j'ai eu l'occasion d'étudier dans la classe de Sergiu Celibidache à l'époque. Et voilà, donc il m'a accueilli dans sa classe. C'était quelqu'un de très exigeant, de très égocentrique, donc c'était assez dur. Et quelque part, j'étais jeune à cette époque-là, puisque je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, et je me dis que c'était peut-être quelque part la naïveté, peut-être et l'innocence dans laquelle j'étais à cette époque-là m'a permis aussi peut-être d'affronter et cette insouciance, peut-être cette exigence qui était poussée à l'extrême de ce monsieur qui était à la fois très attentionné à mon égard et en même temps qui était vraiment assez dur et assez exigeant. Et en même temps, il a voulu, c'est assez volontairement, et je l'ai compris que par la suite, que c'était aussi un peu pour m'alerter de la difficulté du chemin que j'allais emprunter. Donc voilà, donc après cette riche expérience à ses côtés pendant 18 mois, voilà, je me suis retrouvée autour de 18 ans, entre 18 et 20 ans, avec cette expérience et en même temps en me disant, si on n'est pas chef d'orchestre si on ne dirige pas un orchestre. Et en faisant encore le constat que dans ce milieu de la musique, malheureusement, on laissait peu de place aux femmes déjà dans les orchestres et encore moins déjà aux jeunes à la tête des orchestres et encore moins aux femmes. Donc voilà, j'ai rapidement constaté ça. Donc je me suis dit que ça serait important peut-être de créer mon propre orchestre, à la fois parce que je voulais aussi me prouver à moi-même et au monde musical que je pouvais aussi diriger, et aussi parce que j'avais plein d'idées que j'avais envie de développer et que je me suis dit ce serait la meilleure façon de pouvoir les développer, c'est de créer son propre projet. Donc voilà en gros mon cheminement entre le début de mon contact avec la musique jusqu'à la création de l'Orchestre Divertimento, il y a maintenant 20 ans. Voilà, puisqu'on fête nos 20 ans cette année, et voilà, qui est vraiment né de cette réflexion de pouvoir avoir mon propre outil pour diriger, et puis surtout commencer une vraie réflexion sur comment on peut réinventer la musique symphonique au XXIe siècle, avec tous les enjeux qui sont à relever sur l'accès à la culture. Alors, on va reparler de Divertimento tout à l'heure, mais j'avais une question qui touche finalement à l'objet de nos études, ici à l'Institut national du patrimoine. L'orchestre symphonique, on l'imagine souvent dans des lieux qui sont extrêmement monumentaux, soit des architectures surchargées de références classiques, antiquisantes,
soit au contraire des gestes architecturaux très contemporains qui se veulent iconoclastes. Vous, en tant que chef d'orchestre, comment est-ce que vous définiriez votre rapport à ce patrimoine qui est le plus monumental qui soit, par opposition à la musique, qui est peut-être le patrimoine le plus immatériel qui soit? Est-ce que l'orchestre symphonique peut se passer du monument? Oui, non. En fait, la démarche par rapport à quand j'ai souhaité créer l'orchestre Divertimento, assez rapidement, je me suis retrouvée confrontée à la problématique de se dire, tiens, surtout en région Île-de-France, il y a plein d'orchestres nationaux qui existent. À l'époque, il n'y avait pas encore la Philharmonie de Paris, mais maintenant il y a aussi la Philharmonie de Paris. Mais de se dire, un territoire qui accueille déjà les orchestres nationaux français, les orchestres internationaux, c'était aussi de se dire, comment créer un projet qui peut avoir sa propre identité, donc du coup de pouvoir exister, de pouvoir exister tout simplement. Donc pour moi, ça a été une vraie réflexion à la fois sur la dimension artistique, mais peut-être on en parlera un petit peu après, et aussi sur justement comment l'orchestre va pouvoir se positionner et où est-ce qu'il va aller jouer. Et pour moi, c'était important que cet orchestre devienne l'orchestre des territoires, c'est-à-dire de pas... Enfin, moi, mon parcours personnel m'a beaucoup aidé à réfléchir à quel chef d'orchestre je voulais être au XXIe siècle, quel orchestre j'avais envie de diriger. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je vivais parfois avec beaucoup d'injustice le fait qu'on soit toujours obligé d'aller dans Paris pour voir les concerts et qu'il n'y avait pas de concert d'orchestre dans la ville ou le département où j'ai grandi. Et donc, pour moi, ça a été un vrai sujet de me dire, tiens, cette musique symphonique, elle doit pouvoir aussi être une culture commune qui peut nous rassembler, et qui peut devenir aussi une culture populaire dans le sens noble du terme. Et qu'en fait, moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, ça ne m'a pas empêché de pouvoir m'autoriser des grandes ambitions et de pouvoir réaliser ce rêve de devenir chef d'orchestre, parce que tout simplement, mes parents m'ont permis d'avoir ce contact avec la culture et avec la musique. Et donc, moi, j'ai vraiment souhaité que cet orchestre Divertimento, le penser comme un orchestre qui soit à la fois présent dans les territoires en Seine-Saint-Denis. Donc un des premiers choix que j'ai fait, c'est vraiment que notre résidence principale se fasse dans ces départements que l'on connaît pour ses réalités sociales, économiques compliquées, mais qui est aussi un département qui est assez riche et où il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin aussi de pouvoir découvrir cet univers de la musique symphonique. Et donc ma réflexion, c'était de se dire, en effet, peut-être la musique symphonique, on l'associe habituellement à des grandes salles de concert, plus modernes comme la Philharmonie de Paris, ou à des concerts comme la Basilique de Saint-Denis, où c'est un peu ce lieu qui incarne la musique classique sur ce département. Et en même temps, ceux qui ne vont pas dans ces lieux-là, comment on peut faire en sorte qu'ils puissent avoir contact avec la musique. Et ça a été une vraie réflexion, et de me dire, moi, j'ai eu l'occasion parallèlement d'être aussi pendant 10 ans, d'être directrice du conservatoire d'Austin. Et même si à chaque fois on essayait de faire des projets qui étaient en dehors des murs du conservatoire, quand je me baladais dans la ville d'Austin, je voyais toujours des gens qui venaient pas au concert et des publics qui me paraissaient encore plus éloignés que ceux que je voyais habituellement. Et à chaque fois, de réfléchir à me dire, mais comment on peut arriver à toucher ces personnes-là? Et ça a été une vraie réflexion de me dire, de savoir comment on pouvait les toucher, et donc plutôt de dire, plutôt que d'essayer de les faire venir, d'aller plutôt à leur rencontre et de s'appuyer sur les structures de proximité que ces publics rencontrent, et donc en travaillant avec des centres de loisirs, des centres sociaux, des maisons de quartier, et de dire, on va essayer de garder l'exigence de notre art, cette dimension d'excellence, qui est pour moi pas du tout de l'élitisme, mais cette excellence-là, comment on peut l'amener et de faire en sorte que si on doit faire ce chemin pour arriver là, on va faire le chemin pour arriver là, on va pas descendre le niveau d'exigence, mais peut-être on va réfléchir différemment, savoir quel chemin on va emprunter, et s'il faut y mettre plus de ressources, plus de temps, et on va y travailler et mettre plus de temps et plus de ressources. Donc petit à petit, on a fait ce travail-là. Alors tout ça pour vous dire, pour essayer de répondre concrètement à votre question, pour dire que au final, pour moi, il n'y a pas de grands lieux pour la musique, de petits lieux pour la musique, de lieux modernes et de lieux anciens. Je pense que c'est très important pour les
pour tout le monde qu'en fait cette musique symphonique qu'on puisse se l'approprier, qu'elle puisse vivre à la fois sur les territoires, dans les territoires ruraux, populaires, urbains, mais aussi dans les grandes salles de concert, dans les grands lieux emblématiques. Et donc c'est vrai que c'est comme ça petit à petit qu'on a réussi à faire en sorte qu'il y ait plus de diversité sociale et culturelle dans nos publics, petit à petit. Alors bon, maintenant je parle de ce bilan-là après 20 ans de travail, donc je parle toujours vraiment avec beaucoup d'humilité parce que tous les jours, et moi j'arrête pas de dire à mes équipes, le concert qu'on fait à Stein, on en fait un le 7 juin prochain par exemple, je leur dis il faut faire comme si c'était la première fois et pas s'asseoir sur des acquis et de dire qu'à chaque fois il faut être vraiment très engagé dans cette démarche-là, d'aller à la rencontre des publics, et donc voilà que les dynamiques culturelles vivent sur les territoires pour qu'après on puisse aussi emmener ces publics-là dans d'autres lieux où on a plutôt l'habitude de jouer également. Et l'orchestre Divertimento, c'est aussi pour ça que quand je vous parle de l'orchestre des territoires, on a fait le choix, et que j'ai porté aussi beaucoup, à la fois d'être présent à Stein, à Sevran, à Tremblay en France, mais aussi de défendre nos projets artistiques à la Philharmonie de Paris, à la Basilique de Saint-Denis et dans d'autres lieux comme ça emblématiques, pour montrer que justement il n'y a pas de petites salles de concert, de grandes salles de concert, de petits lieux, de grands lieux, des endroits où il y a plus d'enjeux que d'autres, mais de dire on va défendre la musique avec autant d'exigences dans les différents territoires. Donc, pour moi, c'est aussi important d'aller à Stein et de jouer au Théâtre Paul-Éluard de Stein ou de jouer dans la salle polyvalente de Sevran, que d'amener ensuite ces publics-là à venir nous écouter quand on joue à la Philharmonie de Paris ou quand on joue à la Basilique de Saint-Denis ou dans d'autres lieux. Et donc, on essaye de faire la démarche dans les deux sens. Alors, souvent, c'est d'abord d'inscrire dans les territoires et ensuite d'aller dans les salles de concert, parce que c'est aussi des lieux patrimoniaux, des lieux culturels qui leur appartiennent aussi. Et le fait de les amener avec nous aussi, de les inviter à venir dans ces grands lieux de la culture, c'est aussi une façon pour eux de se sentir en confiance, qu'ils puissent s'approprier ce chemin-là. Et on le voit maintenant, on en a beaucoup maintenant qui vont de Stein, qui vont à des concerts à la Cité de la Musique, à la Philharmonie, alors qu'avant, ils n'y allaient pas du tout. Ou on a eu l'occasion également de faire des parcours musicaux, par exemple, dans des expositions au Centre Georges Pompidou, et d'avoir maintenant aussi des jeunes qui y vont beaucoup plus facilement et plus naturellement. Donc, pour moi, la musique, vous avez raison, c'est un patrimoine qui est immatériel, mais c'est aussi un patrimoine qui nous permet de pouvoir la jouer. Évidemment que les conditions acoustiques sont bien meilleures quand on joue à la Philharmonie que quand on joue à la salle polyvalente de Sevran, je vous l'accorde, mais malgré tout, on essaye de créer toujours les conditions pour que on puisse défendre notre projet artistique le mieux possible, et que voilà, il y a encore quelques jours on était en concert à Sevran, la salle était pleine avec toutes les diversités qu'on retrouve en Seine-Saint-Denis, et c'est quelque chose qui est vraiment très très important, parce que dans une conjoncture où là il y a beaucoup de clivages, où on parle il y a beaucoup de communautarisme et autres, d'arriver autour de la culture et encore plus autour de la musique classique, d'arriver à fédérer des publics avec toutes ces diversités sociales, culturelles et intergénérationnelles, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que pour moi, la musique classique, elle ne doit pas vivre que dans les grands lieux patrimoniaux, mais qu'elle doit être aussi présente dans ces différents territoires-là, et voilà, en essayant d'avoir toujours en tête cette notion d'excellence, mais aussi associée à la dimension de diversité. Merci. Alors, ma question suivante va peut-être vous surprendre, mais c'est une question qui porte sur l'orchestre. Vous avez parlé du rôle que l'orchestre pouvait jouer dans la société, du rôle qu'il pouvait avoir par rapport à une société qui est extrêmement diverse, qui est extrêmement fragmentée. Moi qui ne suis pas musicien, j'ai lu il y a quelques années un livre qui m'a beaucoup intéressé, impressionné, d'un sociologue qui s'appelle Bernard Lehmann. Ça s'appelle « L'orchestre dans tous ses éclats ». C'est une ethnographie des orchestres symphoniques, et pour le dire très vite pour notre public, il décrit un petit peu l'orchestre comme un microcosme de la société finalement, où un peu selon les catégories de Pierre Bourdieu, il y a des dominants, des dominés. Quelle est la place du chef d'orchestre dans tout ça ? C'est une bonne question. Alors bon, il faut forcément avoir quand même une posture de dominant, parce que il faut quand même emmener tout le monde dans une certaine direction, avoir aussi une certaine autorité qui permet de pouvoir fédérer toutes ces forces. Après, c'est vrai que
l'orchestre, c'est une micro-société, en fait, avec des petits, des grands, des plus âgés, des moins âgés, des expansifs, des moins expansifs, voilà, des plus avenants, moins. Et c'est vrai qu'en plus, historiquement parlant, il y a encore, on remarque encore beaucoup les traces de certaines traditions. Par exemple, certains instruments comme les cuivres, les percussions, c'était plutôt une tradition assez populaire, ouvrière. Voilà, à la sortie de l'usine, des mines, les hommes se retrouvaient entre eux pour jouer de la musique et c'était plutôt des fanfares. Donc on retrouve encore beaucoup cette dimension. Encore maintenant, on retrouve encore dans le profil de certains musiciens des musiciens d'origine un peu plus paysanne ou populaire dans certains instruments, et au contraire dans d'autres où c'était plutôt dans les milieux bourgeois aristocratiques qu'on jouait du violon, qu'on jouait de la flûte, qu'on jouait du violoncelle. Donc encore avec des profils un petit peu aussi. Alors ça tend évidemment à changer, à évoluer, mais il y a encore ça maintenant, d'où le fait que par exemple on trouve moins de femmes dans certains pupitres de cuivre, de percussion, et peut-être plus dans d'autres, comme par exemple dans les cordes. Et c'est un vrai sujet. Avec l'Orchestre Divertimento, on essaie beaucoup, et moi j'y suis très attachée, à mettre en avant les talents féminins. Alors, parce que si on ne porte pas cette attention-là, il y a encore trop de disparités. Voilà, il y a certains orchestres, là il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, où la place des femmes dans l'orchestre ou au niveau des solistes et des chefs d'orchestre, c'est parfois 12,5%, 20%, 30% dans le meilleur des cas. Et encore, tout le monde dit, c'est chouette, on a fait des progrès, mais on est encore loin du compte. Donc, voilà, nous, l'orchestre Divertimento, c'est majoritairement 50%. Alors, après, je dis ça en toute humilité, on n'est pas à 50% dans tous les pupitres, et pour l'instant, c'est pas encore possible. Mais, en tout cas, sur l'ensemble de l'orchestre, les équipes techniques, administratives, on a réussi à avoir cette parité-là, je me suis pas forcée à avoir, parce que aussi, comme un certain nombre de femmes ont du mal parfois à intégrer les orchestres professionnels à certains postes, et ben il y a aussi beaucoup de femmes qui ont beaucoup de talent et qui sont entre guillemets disponibles dans le milieu musical et qui ont été associés au projet de l'Orchestre Divertimento. Bon, moi-même en tant que chef d'orchestre, voilà, on a beaucoup de solistes femmes aussi. Du coup, c'est une attention importante qu'il faut avoir, et aussi parce que, pour moi, cette attention en direction des femmes, elle est importante à avoir aussi, parce que sur l'ensemble des territoires aussi dans lesquels on est présent, il y a aussi beaucoup de publics qui sont assez fragiles, parfois des jeunes filles qui s'autorisent pas forcément aussi des grandes ambitions, parce que voilà, il faut aussi pouvoir voir d'autres femmes pour s'identifier, pour pouvoir se projeter. Moi-même, au départ, j'y croyais pas au métier de chef d'orchestre, parce que je voyais pas de femmes. Donc, le fait de voir une femme diriger, une femme corps solo, ou à la trompette, ou aux percussions, ou un garçon à la flûte, je veux dire, c'est important aussi de pouvoir permettre aux jeunes de voir plein de profils différents, et de se dire, tiens, s'il y a une femme chef d'orchestre, pourquoi moi aussi je pourrais pas être ingénieur. Et donc nous, avec l'orchestre, on a fait une démarche importante dans notre académie, de pouvoir justement permettre aux jeunes de découvrir la musique et de se former à la pratique d'un instrument, à la pratique de l'orchestre, et avec justement, en leur permettant de faire un choix d'instrument, mais le choix qu'ils ont envie de faire. Et comme dans beaucoup de territoires, ils connaissent pas trop la musique classique avec ses codes et ses traditions. Donc il y a beaucoup de publics en fait qui se posent pas la question de voir une femme chef d'orchestre, parce que comme ils connaissent pas cet univers-là, ils viennent au concert, ils voient une femme, ils prennent beaucoup de plaisir à écouter le concert, donc c'est quelque chose de normal. Et comme plein de jeunes, comme ils nous voient, ils se posent pas trop la question. Donc du coup, maintenant, on a réussi à mettre en place une dynamique. Et si vous venez un jour voir un concert de notre académie, en fait, les visages sont très différents des orchestres professionnels d'aujourd'hui, avec beaucoup plus de filles, avec des filles au trombone, des filles aux percussions, avec aussi, on voit visuellement aussi la diversité culturelle aussi. Par exemple, à Stein ou en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de communautés sri-lankaise, tamoule, portugaise, d'Afrique du Nord, d'Haïti. On a aussi toutes ces communautés qui sont représentées dans l'académie. Et donc, petit à petit, pour moi, c'est quelque chose, c'est un signe important, parce que on n'a pas vocation forcément à former que des musiciens professionnels, et c'est pas du tout notre objectif. Pour ceux qui y arrivent, tant mieux. Et on a réussi à en former quelques-unes, notamment parce que c'était des filles. On était ravis de ça d'ailleurs. Mais aussi pour que dans le public de demain, ça soit aussi des jeunes qui petit à petit viennent plus facilement au concert, et que dans
voilà, on est des profils, voilà, de publics beaucoup plus divers. Alors, peut-être qu'on a l'impression que je me suis un petit peu écartée du sujet, mais c'est pourquoi je veux vous dire ça, c'est que même au moment où j'ai créé l'Orchestre Divertimento, en fait, c'est venu assez naturellement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tiens, il faudrait que je puisse diriger, mais au départ, j'avais pas forcément réfléchi à ça dans un premier temps. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des invitations de différents festivals pour me dire venez, vous pouvez venir, mais il faut venir avec votre ensemble. Et à l'époque, moi, j'avais pas encore d'orchestre. Par contre, j'enseignais dans différents conservatoires, et notamment à la ville de Paris et aussi en Seine-Saint-Denis. Et j'ai enseigné au 9e arrondissement à Paris, donc où j'étais plutôt avec des familles très aisées, socialement, voilà, vraiment très, très aisées. Et au contraire, à Stein, avec des familles complètement beaucoup plus, beaucoup plus en fragilité sociale, mais avec des jeunes malgré tout qui étaient très, très intéressés par la musique. Et un des sujets pour moi, ça a été de me dire, tiens, pourquoi pas l'orchestre. Ça serait bien qu'avant même de pouvoir travailler sur comment on peut faire en sorte que les publics soient beaucoup plus divers, comment on peut faire aussi pour que l'orchestre incarne ça aussi. Et donc, l'Orchestre Divertimento, il est né aussi de cette volonté d'avoir plus de diversité dans l'orchestre, avec des jeunes qui venaient de Paris, des jeunes qui venaient de Stein, et aussi des musiciens professionnels qui voulaient travailler à mes côtés. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est la notion après de dominant-dominé, c'est plus tout à fait... Quand on a des profils différents, du coup, ça change aussi. Et que pour moi, c'est important d'associer les musiciens dans une dimension vraiment collective. Et je trouve que ce qui est bien dans l'orchestre, c'est qu'après, même auprès des jeunes, on peut travailler sur justement un certain nombre de savoir-être, une certaine exigence qui est nécessaire d'ailleurs pour évoluer dans la société professionnellement. Donc, c'est dans des projets, même avec des enfants petits, au niveau de notre académie, du projet Demos, je suis très très concentrée à chaque fois sur les postures à avoir, la dimension de la concentration, des savoir-être, de comment s'exprimer, comment se tenir, et donc très tôt d'avoir cette exigence-là parce que c'est important, et aussi parce que dans l'orchestre, on est tous là pour réaliser un projet collectif. Et ça, quand on arrive à mieux développer cette dimension du collectif, évidemment que on a toujours les personnalités qui ressortent, certains qui sont plus aisés que d'autres, mais d'un seul coup, c'est un petit peu différent. Enfin, d'un seul coup, ces différences, elles s'estompent un peu, et on arrive plus à engager les musiciens dans un projet collectif. Et ça, c'est vraiment le rôle du chef d'orchestre, de leur faire comprendre que tout le monde a une égale importance, même si le joueur de triangle, il va jouer moins que les violons 1 qui vont jouer tout le temps, mais que malgré tout, quand on arrive à fédérer tout ce monde-là et leur faire comprendre que tout le monde est aussi important et qu'on doit tous aller dans la même direction, en effet, on a une force collective qui est quand même très intéressante. Et le chef d'orchestre, il doit de toute façon aussi pouvoir s'asseoir et s'appuyer sur des individualités dans l'orchestre, notamment au niveau des chefs de pupitre, parce que c'est aussi important d'avoir des personnes qui relaient une certaine autorité. Mais en tout cas, moi, quand j'ai construit l'Orchestre Divertimento, j'ai souhaité vraiment que ça soit une force collective et que justement, on n'ait pas trop des individualités qui prennent trop le dessus par rapport à cette dimension du collectif. Après, ça, on gère de l'humain, donc ça reste toujours difficile. Je dis ça c'est c'est d'une façon générale, mais après il y a des moments où il y a des répétitions. Il faut arriver à justement faire en sorte de montrer que il y en a certains qui ont toujours envie de soit d'émerger plus, soit d'avoir plutôt, si jamais, je sais pas, il y a des superpositions rythmiques, le trompette solo qui va me dire oui, mais Zaya, je veux que tu battes à 4. Non, si je peux pas battre à 4, je peux battre que à 2 ou que à 1 parce que lui, il veut peut-être que je batte à 4 pour lui, pour son confort personnel, mais pour l'ensemble. Donc, il faut que aussi tout le monde puisse s'adapter. Et des fois, c'est pas toujours évident quand on a besoin d'avoir des musiciens qui soient aussi en capacité de gérer le stress des concerts, qui ont plus de responsabilité, de visibilité, et du coup d'arriver à leur faire comprendre que il y a d'abord l'intérêt collectif avant leur propre confort personnel. Et donc voilà. Donc du coup, le chef d'orchestre, il doit être à la fois quelqu'un qui doit être porter le projet, donner des directions. Et je pense que l'orchestre a besoin de savoir, même s'ils n'auraient pas forcément vu les choses de cette façon-là, mais un orchestre, il a besoin de savoir où est-ce que le chef les emmène.
Donc c'est pour ça que cette notion d'avoir en effet de porter une certaine autorité et d'avoir ce côté dominant dont vous parliez. Mais moi je le dis, mais il faut avoir à côté de ça aussi beaucoup d'humilité, parce qu'un chef d'orchestre déjà sans orchestre il est rien. Donc déjà c'est important, et qu'il faut aussi manier tout ça avec beaucoup de finesse, aussi de diplomatie, et que ce qui est pas toujours très évident, c'est d'incarner à la fois une certaine autorité, une certaine fermeté pour arriver à pousser l'excellence et l'exigence de plus en plus loin, et en même temps aussi de pouvoir impulser une énergie qui fasse que les musiciens auront envie de se surpasser, de se donner confiance. Donc c'est pour ça que le rôle du chef d'orchestre, il est pas facile, et c'est surtout pendant les répétitions que ça s'incarne le plus, parce que c'est là où justement on rassemble tous les musiciens ensemble, qu'on donne une direction musicale, et que là où peut-être les tensions sont les plus fortes, parce que tout le monde a envie de bien faire aussi, que c'est un métier où c'est beaucoup autour de la sensibilité et de l'humain. Mais après c'est pour ça que en règle générale j'ai rarement le trac en concert, très rarement le trac en concert. Par contre là aujourd'hui je commençais une série avec mon orchestre. Moi là je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, je me suis levée avec la boule au ventre. Pourtant c'est mes musiciens, ils me connaissent, je les connais. Mais voilà, c'est pour vous dire que je sais que les enjeux seront importants, parce qu'on a peu de temps pour monter un programme, et qu'il va falloir que je sais que je suis exigeante avec eux. Ils le sont avec moi aussi, ce qui est très bien, mais que du coup, il faut qu'en un temps imparti, on arrive à trouver à la fois la sérénité et l'engagement pour pouvoir arriver à ses fins. Et que on sait très bien que ça reste l'humain, on est en fin d'année, tout le monde est un peu fatigué, et en même temps, on a un concert à donner jeudi et par ailleurs aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un métier dans lequel il faut incarner une certaine autorité, mais il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. Vous disiez tout à l'heure, dans certains orchestres, 12% et demi de femmes à peu près. Je crois que chez les chefs d'orchestre, on est à peu près à 4% de femmes aujourd'hui. Est-ce que maintenant, des jeunes femmes viennent vous voir et vous disent « je voudrais être chef d'orchestre » ? Ça commence, alors je les y encourage, parce que j'ai pas trop apprécié quand j'étais plus jeune qu'on me dise que c'était pas possible. Donc évidemment que je les encourage. Après, en étant aussi très honnête avec elles, parce que ça reste un métier qui est difficile, et ça reste aussi un univers qui est encore difficile pour les femmes. Voilà, après, parce que vous le dites vous-même, hein, et moi quand j'ai décidé de créer l'Orchestre Divertimento il y a quelques années, je constatais autour de moi qu'il n'y avait pas de femmes chefs d'orchestre. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Pendant 20 ans, il n'y en a pas eu qui ont été, en tout cas, nommées à la tête des orchestres nationaux. Et aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Donc c'est vrai que, quelque part, heureusement qu'on n'attend pas qu'il y ait des changements au niveau des nominations, parce que on n'a pas la possibilité de s'exprimer. Donc les quelques femmes que nous sommes à diriger professionnellement et dans un niveau national et international, on a toutes dû créer nos propres ensembles pour pouvoir diriger. Et ça reste même encore difficile, même aujourd'hui, entre les subventions publiques qui sont allouées aux orchestres, entre les orchestres qui sont portés par les femmes et les orchestres qui sont portés par les hommes. Il y a encore beaucoup de disparités. Donc voilà, on parle des disparités des fois de salaire entre les hommes et les femmes, mais bon voilà, là aussi dans les moyens qui sont donnés, il y en a aussi beaucoup. Donc c'est vrai que il faut encourager. Plus on sera de femmes à diriger, plus ça donnera aussi la possibilité à d'autres jeunes filles de pouvoir se projeter, s'identifier. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, donc du coup, je les y encourage, mais je leur dis aussi que c'est un métier qui va être qui est encore compliqué. Alors je sais que il y a quelques années, les quelques femmes qu'il y avait ont fait une partie du chemin. Moi, maintenant, avec d'autres collègues, on fait une autre partie du chemin. Donc, ce chemin-là, les jeunes générations n'auront peut-être pas à le faire, mais ça reste quand même difficile, parce que encore aujourd'hui, dans certains échanges que j'ai pu avoir avec les tutelles, et notamment au ministère de la Culture, où on me dit clairement, on n'est pas encore prêt à avoir des femmes à la tête des orchestres nationaux, donc en gros, il faut vous débrouiller avec vos ensembles. Donc c'est une vraie réalité, on nous le dit, et que là aujourd'hui, l'Orchestre Divertimento, moi je peux me réaliser à travers ce projet, parce que j'ai choisi de m'y investir et de consacrer une majeure partie de mon activité professionnelle dans ce projet. Mais quelque part, ces jeunes filles, je leur dis aussi qu'il faut qu'elles pensent leur futur dans un projet qui soit global. C'est-à-dire de ne pas se dire que, tiens, je vais sortir de mes études de direction d'orchestre, et là, il y a l'orchestre de Berlin, de Tokyo, de New York qui va nous appeler pour diriger. Ça, c'est pas vrai. Et en plus, c'est pas forcément, au départ, on rêve de ça, puis au final, après quelques années d'expérience, c'est, en tout cas, moi, pour ma part, c'est pas forcément là-dessus qu'est
mes rêves ne se situent pas forcément que sur ce sujet-là, mais de leur dire qu'il faut penser à un projet plus global et qu'il faut être aussi entrepreneur et qu'il faut être aussi directeur d'un projet et que si au jour d'aujourd'hui, si on n'est pas capable de lever 1 million d'euros par an, on peut pas être chef d'orchestre, parce que pour les femmes, si on peut pas monter son propre orchestre, on peut pas diriger. Donc moi, je les encourage bien évidemment, mais je leur dis qu'il faut plus que jamais se doter de plein de compétences pour être capable aussi de porter un projet dans sa globalité, parce que si jamais, alors j'espère que demain les choses vont changer et qu'on donnera beaucoup plus l'opportunité aux femmes de diriger à la tête des grands orchestres nationaux et internationaux, mais qu'aujourd'hui on est quand même dans une réalité qui est encore assez compliquée de ce point de vue-là. Il faut que les femmes elles soient très outillées pour pouvoir être en capacité de créer leurs projets dans toutes ces dimensions. Et c'est le cas de toutes les femmes que nous sommes à diriger, de devoir à la fois être chef d'orchestre, directeur artistique et aussi entrepreneur. Donc voilà, donc ça, je les y encourage, mais je leur dis surtout qu'il faut beaucoup travailler à l'école, bien évidemment, et aussi à la musique et à l'école pour pouvoir avoir toutes ces compétences-là. On a beaucoup tourné autour de Divertimento dans ces différentes questions. Je voudrais revenir un petit peu sur le moment où vous vous êtes dit, je vais créer mon ensemble un petit peu. Dans quel état d'esprit on se situe à ce moment-là? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir devant soi une muraille à franchir? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est plus flou? Est-ce que vous aviez des sources d'inspiration, déjà des modèles, des idées qui vous ont inspiré pour vous lancer dans cette aventure? Après, je vais pas, on va pas se mentir. Je vais pas dire tiens, oui, quand j'ai voulu créer l'orchestre, j'avais déjà une idée hyper définie de mon projet. Je voulais aller là et là avec différentes étapes. Maintenant, j'arrive mieux à articuler ce cheminement au bout de 20 ans parce que voilà, j'ai un peu plus de recul. Au début, vraiment, ce qui moi m'a guidée dans un premier temps, c'était vraiment cette notion de se dire tiens, moi je voyais vraiment dans l'enseignement, puisque j'étais impliquée en tant que professeur d'orchestre dans des conservatoires à Paris, en Seine-Saint-Denis, moi j'avais vraiment cette notion de dire il faut que l'orchestre, ça soit un lieu de rencontre. Donc pour moi, ça a été la première directive que je me suis donnée. Alors d'abord une rencontre entre les jeunes justement de la Seine-Saint-Denis et de Paris. Et ça a été peut-être la première étape. Et par la suite, mais je savais pas comment on allait. Je savais pas en effet quel développement on aurait. Si un jour on m'avait dit que je serais là 20 ans après, certainement j'aurais dit non, mais c'est pas possible, ça marchera pas. Donc voilà, au début j'avais vraiment ça. Et ensuite, il y a un certain nombre d'étapes dans la vie. L'orchestre au départ répétait à Paris. Il s'avère que le conservatoire à Paris pouvait plus nous accueillir, donc je me suis retrouvée un petit peu un orchestre sans domicile fixe, donc se dire mais qu'est-ce qu'on va faire. Donc j'ai commencé un petit peu à me dire mince, ça se trouve c'est la fin de ce projet-là, et ça a toujours été dans les moments difficiles qu'on a pu parce qu'on se retrouve à devoir se réinventer, retrouver peut-être réfléchir, et donc c'est là-dessus que ça m'a permis de rebondir et du coup de me dire tiens, je vais installer l'orchestre en Seine-Saint-Denis, et c'est peut-être cette étape-là qui a permis que l'orchestre se développe énormément derrière. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qu'on va faire avec la musique classique là-bas? Et puis, voilà, il y a eu cette installation Seine-Saint-Denis parce qu'à l'époque, j'étais professeur d'orchestre à Stein et qu'après, j'ai été nommée directrice. Et donc, moi, j'aurais jamais pu penser que ce serait possible de développer un tel projet sur ce territoire-là, même si j'en avais envie, mais je savais pas si ce serait possible. Donc ça, c'est vrai que d'abord, l'orchestre est un lieu de rencontre, et après, la dimension comment investir un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis. Et puis, c'est vrai que j'ai été aussi, pendant 5 ans, j'ai eu l'occasion de diriger l'Orchestre national d'Algérie. Et je faisais des allers-retours. J'étais pas installée physiquement là tout le temps, mais j'y suis allée beaucoup. Et ça aussi, ça a été une expérience qui a été pour moi très marquante parce que je me suis rendu compte quand j'allais diriger là-bas, la première fois que j'ai fait un concert en Algérie, je dirigeais un programme Haydn et Beethoven. Et puis pendant les répétitions, le directeur de l'orchestre là-bas me tend une partition et me dit à chaque concert on joue aussi une musique classique algérienne, et donc il me donne une œuvre et en me disant tiens, on va jouer celle-là. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, moi je suis originaire d'Algérie mais je suis pas spécialiste de cette musique-là, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc
On a fait le concert et en fait le public là-bas, pour eux, c'était hyper naturel de venir écouter du Beethoven et au même concert d'écouter de la musique classique algérienne. Alors du coup, c'était chouette. Moi, j'avais en plus ma famille qui est venue, donc il y a un côté aussi symbolique très fort. Et simplement, bon, pour moi, ça m'a fait un peu bizarre de faire un morceau, enfin de faire un concert où vous passez du Beethoven à une œuvre avec de la Derbuka. Je trouvais que l'enchaînement était un tout petit peu, un peu violent, si je peux dire ça comme ça. Mais cela dit, ça m'a énormément aidé à réfléchir à comment on pouvait justement comment on pouvait articuler aussi des programmes. Et je me suis dit, si les publics en Algérie, pour eux, c'est hyper simple et hyper évident d'écouter de la musique classique européenne et de la musique classique algérienne, il y a peut-être quelque chose à réfléchir et pourquoi nous, on n'aurait pas aussi cette démarche-là en France. Et c'est vraiment comme ça que je me suis mis à réfléchir à comment justement on pouvait, ce lieu de rencontre dont je vous parlais entre les personnes, et pourquoi pas aussi l'orchestre pourrait être un lieu de rencontre entre les cultures. Et en étudiant beaucoup d'œuvres, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'œuvres du répertoire symphonique où les compositeurs se sont inspirés des cultures populaires, alors parfois de leur propre pays, mais aussi parfois d'autres pays. Et donc, un des premiers gros concerts que j'ai donné à la Cité de la Musique de Paris, je l'avais intitulé Musique française au pluriel. Et c'était en plus en plein pendant le débat de l'identité nationale et où je me suis intéressée à proposer des œuvres de musique française de compositeurs emblématiques comme Paul Dukas, Saint-Saëns, Chabrier, Ravel, mais que d'œuvres où ils se sont inspirés de la culture d'un autre pays. Et pas que de la culture européenne, mais aussi européenne, donc Espagne, Italie, mais aussi d'Algérie, mais aussi d'Asie. Et donc moi, ça m'a intéressé de prendre cette direction-là. Et ensuite de me dire, tiens, c'est ultra important, je trouve, dans nos concerts, surtout en étant présent dans ces différents territoires, de pouvoir transmettre le patrimoine musical. Et ça, je trouve que c'est hyper important de continuer à jouer les œuvres et à les transmettre. Et en même temps, de me dire quelle innovation on peut apporter. C'est là-dessus que j'ai réfléchi. Je me suis dit, tiens, cette fameuse Derbuka, elle a du sens sur un plateau de concert musique symphonique quand justement, si on joue une œuvre de Camille Saint-Saëns où on entend des mélodies, ce que vous avez entendu tout à l'heure, par exemple, c'est une mélodie algérienne que Camille Saint-Saëns a notée quand il a écouté un concert en Algérie. Il l'a intégré à l'intérieur de son œuvre, un extrait de la danse, c'est la danse bacchanale, extrait de l'opéra Samson et Dalila, et où il y a certains rythmes qui sont aussi traditionnels de certaines régions en Algérie. Il y a même un instrument qu'on entend à un moment donné qui sont des castagnettes, et sur la partition il y a écrit par exemple castagnettes de fer, sauf qu'en musique les castagnettes de fer, normalement ça n'existe pas, on joue plutôt les castagnettes en bois, et en fait c'est une référence à un instrument traditionnel qu'on appelle les qalqabos, qui sont qu'on retrouve beaucoup dans la musique gnawa notamment, mais aussi dans d'autres, dans tout le monde arabe, et où ce sont des castagnettes en fer en fait que l'on choque l'une en face de l'autre. Et en fait, c'est cette sonorité-là qu'il a voulu reproduire, donc il a écrit castagnette de fer. Alors, quasiment tous les orchestres du monde jouent avec des castagnettes en bois. Donc, par exemple, moi, une de mes premières décisions, quand j'ai commencé à mettre en place justement un partenariat entre l'Algérie et la France en musique, moi, mes percussionnistes, je les ai emmenés avec moi en Algérie, et parmi les premières choses, c'est qu'ils apprennent à jouer de ces fameuses percussions pour qu'on puisse, quand on joue la danse bacchanale de Saint-Saëns, qu'on rejoue avec les sonorités qui avaient inspiré Saint-Saëns à l'époque. Et donc, voilà, ce cheminement, ça a été de jouer, donc après, de choisir les musiques classiques algériennes que Camille Saint-Saëns avait entendu, les orchestrer, les jouer avec l'orchestre, inviter des instruments traditionnels pour retrouver les sonorités justement qui sont caractéristiques de cette musique, et aussi d'apprendre à nos musiciens à en jouer. Parce que quand vous jouez de la musique classique arabo-andalouse, c'est pas le même phrasé, la même façon d'utiliser l'archet que quand on joue du Rossini ou du Saint-Saëns. Et même quand après on fait ce travail-là sur d'autres styles de musique, c'est aussi important d'être légitime dans cette façon de jouer. Donc ça a été comme ça de se dire, tiens, on va partir du patrimoine, on va jouer les musiques, donc on va orchestrer les musiques populaires et traditionnelles qui ont inspiré les compositeurs, et après de faire une transcription contemporaine de justement ces inspirations et de travailler avec des compositeurs. Donc par exemple sur ce programme que j'avais fait aussi à la Cité de la Musique autour de la rencontre entre la France et l'Algérie en musique, il y avait justement les œuvres de Camille Saint-Saëns qu'il avait écrites en y intégrant des éléments du patrimoine musical algérien, cette musique classique algérienne qu'il avait inspirée, qu'on avait réorchestrée, et on avait fait à la fin une création contemporaine en 2 volets avec un compositeur français
qui justement s'inspirait de la culture algérienne dans sa musique, et un compositeur algérien qui s'inspirait de la culture française. Et donc du coup, ça a été une des façons pour moi de quelque part de réinventer un petit peu les formats de musique. C'est pas juste de se dire tiens, on va jouer de la musique arabe pour jouer de la musique arabe, ou tiens, on va jouer dans tel territoire. Alors, j'en parle très sereinement et très facilement, parce que parfois on m'a posé cette question en disant tiens, tu vas jouer sur tel territoire, comme tu es d'origine algérienne et qu'il y a beaucoup de gens de la communauté maghrébine, tu joues ça pour qu'ils viennent au concert. Et je dis non, pas du tout. La plupart du temps, je commence d'abord par une symphonie de Brahms ou de Dvorak, ou les 4 saisons de Vivaldi, ou une œuvre pour leur dire voilà, ça fait partie du patrimoine de la France, de l'Europe. On est tous là, on a fait le choix de vivre en France, donc c'est important aussi de connaître ce patrimoine musical, mais regardez comment ce patrimoine il s'est aussi construit et s'est enrichi justement de la rencontre entre les cultures européenne, extra-européenne. Donc voilà, donc ça a été un peu pour moi une réflexion. Donc ça pour vous dire que quand j'ai décidé de créer cet orchestre-là, en fait, ça a été des étapes les unes après les autres. Et après, ça m'a paru évident que cette démarche artistique, elle était intéressante et que ça devait devenir l'identité de l'orchestre. Comme après, ça m'a paru évident qu'il fallait être présent au sein des territoires. Mais ça a vraiment été un cheminement en passant des étapes les unes après les autres. Et surtout en se disant, tout à l'heure on disait que le chef d'orchestre il devait être très humble, parfois de s'autoriser, de se dire bah tiens on a pris telle direction, c'est peut-être pas forcément très pertinent ou on l'a pas fait de la bonne façon, bah tiens on va retravailler différemment, et de se dire qu'on fait pas des échecs mais que nos échecs sont très instructifs, et donc de travailler aussi dans cet esprit assez positif, parce que voilà, quand on va bouger les lignes, explorer des nouvelles idées, c'est très intéressant, mais voilà, faut aussi se dire que c'est pas grave si on se trompe, et aussi défendre voilà certaines décisions que j'ai souhaité prendre il y a 20 ans, il y a 10 ans. Parfois, le fait, par exemple, d'être très engagé dans la pédagogie ou de choisir de défendre d'autres styles de musique par l'orchestre symphonique. Parfois, il y a beaucoup de gens qui disent c'est chouette, c'est super, mais dans le milieu culturel, institutionnel, ça a été très compliqué aussi, parce qu'on m'a demandé de faire le choix. Soit vous jouez en banlieue, soit vous jouez dans les grandes salles de concert, soit vous jouez du classique, soit les autres musiques, ou soit vous êtes artiste, mais pas dans l'enseignement. Et donc, moi, j'ai souhaité au contraire qu'il n'y ait pas de clivage, et que tout ça fasse partie des forces de l'orchestre Divertimento. Et donc, sauf que voilà, à un moment donné, on nous demande de choisir. Ben non, moi je veux pas choisir. Donc, quitte à me dire qu'on n'aura pas les soutiens de ces institutions-là, mais de dire. Et alors forcément, il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'était pas évident. Surtout quand on vous dit fais ce que tu veux, mais tu n'auras pas d'argent. Donc du coup, on se dit, mais en même temps, voilà, d'être fidèle à ses valeurs, quelque part maintenant, c'est ce qui fait aussi que l'orchestre a aussi une place malgré tout de premier, enfin, qui est quand même présent dans le milieu musical. On arrive à être présent quand même dans les programmations des grandes salles de concert, et on l'est pas pour venir faire un cycle Brahms, même si on se défendrait très bien dans ce répertoire, mais ça a beaucoup de sens de faire un cycle Brahms à Stein, à Sevran, à Tremblay, et quand on va justement aussi dans les grandes salles de concert, de proposer également des formats, de réinventer un petit peu les formats de concert de la musique classique. Si je comprends bien, l'orchestre est un outil de démocratisation culturelle par son travail sur le territoire. Il est en lui-même, de par sa composition, un ferment de diversité, et par la programmation, évidemment, il est une invitation au questionnement, au dialogue entre les cultures. Alors, les musiciens qui viennent, qui cherchent à rejoindre votre ensemble, ils partagent, j'imagine, ces questionnements et ces engagements aussi. Oui, et vous avez raison, c'est un point qui est assez essentiel d'ailleurs, puisque pour porter un projet de cette nature-là, il faut avoir aussi des musiciens qui soient engagés également dans ces sujets-là. En 20 ans, il y a un gros noyau de musiciens sur lequel je peux m'appuyer, qui ont traversé cette longue période à mes côtés. Il y a aussi des musiciens qui, évidemment, ça change, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin avant tout d'avoir des musiciens qui soient engagés dans un projet, dans ce projet-là, et qu'ils vont s'engager de la même façon quand on va jouer à Vaux-en-Velin ou à Sevran que quand on va jouer à la Philharmonie de Paris. Qu'ils soient conscients que quand on fait des projets avec l'Algérie et qu'on arrive en Algérie, de venir aussi dans un esprit de coopération, aussi d'humilité, parce qu'on sait très bien que nous, en France, on a certainement un niveau technique plus important, enfin, en tout cas, mieux, peut-être plus exigeant que là-bas, mais qu'aussi, on a aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc,
Enfin, je parle de ça, c'est assez important parce que pendant longtemps, pendant 5 ans, on a une coopération avec l'Algérie. Et voilà, c'est pas n'importe quel musicien que j'emmenais avec moi là-bas. Ça pour dire d'avoir aussi des musiciens qui soient conscients de ça, ou quand on joue en milieu carcéral, voilà, d'être en capacité de pouvoir comprendre la démarche et d'y aller aussi tout simplement. Et puis surtout aussi par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, l'orchestre, bon ouais, là il y a cette dimension artistique où on va être amené aussi à explorer d'autres styles de musique, mais aussi à jouer du répertoire évidemment symphonique assez large. Moi, ce que je souhaite à chaque fois, c'est qu'un musicien qui vient dans l'orchestre Divertimento, il puisse avoir d'autres compétences qu'il va pouvoir mettre à disposition du projet. Donc ça peut être voilà, quelqu'un qui improvise très bien dans le jazz et qui connaît très bien un style de jazz. Donc ça tombe bien parce qu'on a des programmes autour de justement des musiques d'Amérique et donc on va justement travailler sur l'inspiration des grands compositeurs américains sur la musique de jazz et certaines influences des musiques caribéennes par exemple. Donc si on a des musiciens qui ont des connaissances dans ce style-là, ça nous permet aussi de les valoriser dans le cadre de ces programmes. On en a par exemple, on a notre timbalier qui écrit très très bien les arrangements pédagogiques. On a voilà, des musiciens qui sont d'excellents pédagogues aussi. Donc moi, le projet de l'orchestre, c'est comme il est assez ouvert. Moi, je souhaite que nous puissions être autonomes et pas devoir faire appel à des compétences extérieures à chaque fois qu'on doit porter un projet. Donc, l'orchestre, tout à l'heure, vous me demandiez aussi sur le fait de savoir s'il y en a qui se sentaient un peu plus voilà, dominants, dominés. Bon, il y a, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, pour que tout le monde se sente bien impliqué dans le projet. Et par rapport aussi à l'ensemble de l'orchestre, par exemple, moi, les musiciens, ils sont tous payés de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des musiciens qui, comme dans certains orchestres, où par exemple les chefs de pupitre vont être payés plus que les autres. Là, tout le monde, c'est aussi une façon de pouvoir faire comprendre que l'engagement et l'implication, je l'attends de tous de la même façon. Par contre, voilà une façon pour aussi de pouvoir après quelque part valoriser cet engagement. Et il y a des projets par exemple qu'on va être amené à faire en plus petite formation sur de la musique de chambre, orchestre de chambre, ou des projets pédagogiques sur lesquels les chefs de pupitre vont être invités en priorité à y participer. Donc tout au long de l'année, tous les musiciens peuvent en tout cas avoir un temps où ils vont être un peu plus mis en avant, plus valorisés. Ça va être autour des projets de l'académie ou autour des projets voilà, de sensibilisation ou les projets de musique de jazz. Donc, en fait, moi, les musiciens, j'ai besoin que justement ils apportent d'autres compétences. Et parfois, quand tout à l'heure je disais, voilà, on est encore parfois institutionnellement dans certains cadres, on nous amène à devoir défendre tel aspect ou tel autre aspect. En fait, ce qui pouvait paraître dévalorisant il y a quelques temps, moi, j'essaie au contraire d'en faire une force. Et donc, oui, moi, j'ai envie d'avoir des musiciens qui soient d'excellents artistes, mais aussi des bons pédagogues, d'avoir des musiciens qui soient capables de jouer plusieurs styles de musique. Et donc, voilà, c'est aussi une certaine polyvalence que j'attends de mes musiciens, mais avant tout aussi d'être conscient de l'engagement que c'est et de pouvoir être en capacité d'aller à la rencontre des publics. Donc voilà. Après, il y a des musiciens, j'ai construit ce projet à leur côté, donc du coup, c'est une évidence. Et pour d'autres, parfois ils viennent et en fait, on ne procède pas du tout par concours comme c'est le cas par exemple de certains orchestres. Après, chaque orchestre décide de faire ce qu'il veut. Moi, je juge pas du tout ça. Mais en tout cas, pour pouvoir aussi bien comprendre cette notion d'engagement, et du coup, nous, on invite un musicien, par exemple, si soit les chefs de pupitre, soit moi-même, on le repère. On l'invite à faire 1 ou 2 séries à nos côtés. Et si ça convient, on l'invite à rester avec nous. Et c'est justement cette dimension de s'intégrer dans un collectif, s'engager. Si on voit que ça fonctionne pas bien, et du coup, on arrête la collaboration. Et donc, c'est aussi comme ça que c'est plus facile de tester aussi ce que c'est s'engager dans un projet artistique, mais aussi s'engager dans un projet humain. Et ça, la dimension de l'humain, tant qu'on le vit pas, on peut pas le savoir. Donc c'est pour ça que les musiciens, il y a aussi, ce ne sont pas que des musiciens d'orchestre, mais ils viennent aussi adhérer à un projet global. Alors ici, à l'Institut national du patrimoine, les jeunes conservateurs sont incités à mener des projets d'éducation artistique et culturelle. Tous les ans, un certain nombre d'entre eux mènent des projets en milieu carcéral auprès de publics qui sont empêchés, qui sont contraints. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sur ce que sont ces expériences en milieu carcéral? Comment est-ce qu'on s'adapte à ce public et comment aussi est-ce qu'il perçoit, comment est-ce qu'il réagit
à vos interventions? Écoutez, rapidement, nous, on a eu l'occasion d'intervenir sous 3 formes. La première, où je me déplaçais en règle générale toute seule ou avec 2-3 musiciens, et plus sous une forme de conférence interactive pour parler de mon métier, en m'appuyant aussi sur des outils vidéo. Et parce que parfois, il y a des moments, c'est pas toujours possible de venir avec tout l'orchestre. Donc ça m'est arrivé souvent d'être plutôt moi toute seule à m'adresser à eux et puis avoir des échanges. On a aussi été amené à faire des concerts. Alors après, ça dépend, ça pouvait aller de 8 à 25 musiciens en fonction des locaux. Il y a certains établissements, c'est possible de rentrer à plus de 15. Parfois, d'autres, c'est pas possible de rentrer à plus de 15. Donc, en fonction de ça, on faisait des concerts et que je faisais sous forme de concerts commentés pour expliquer un petit peu le contexte de certaines œuvres, le fonctionnement de l'orchestre. Et après, suivi d'un temps d'échange entre les détenus et les musiciens et moi-même. Et sinon, la troisième formule, c'était aussi de construire des projets avec eux, alors sous forme d'ateliers participatifs, donc du coup inscrits sur une certaine temporalité. Alors ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a parfois beaucoup de mouvements, ils ont parfois d'autres contraintes, et où justement on essayait de par la musique de les amener à se remettre dans des conditions d'apprentissage. Alors je dis ça parce que parfois au départ on nous disait tiens les jeunes détenus, il faut qu'ils puissent se réinsérer professionnellement. Donc, moi, je leur dis, écoutez, on va pas se mentir, on peut pas former un musicien professionnel en milieu carcéral, il faut 20 ans. C'est pas le propos. Par contre, la musique, ça permet, comme on le fait auprès des jeunes, il y a beaucoup de personnes qui sont en milieu carcéral qui malheureusement sont dans des conditions parfois physiques et mentales aussi très fragiles. Et donc le fait de se réengager dans un projet comme ça musical, ça permet petit à petit de les amener à se remettre dans des conditions d'apprentissage, de concentration, de sociabilisation aussi, et parfois qui étaient préalables à une étape où ils allaient après commencer des formations professionnelles. Et donc du coup nous on vient en amont et où on travaillait sur des écritures de textes, même des petites séquences musicales qu'ils étaient amenés à travailler, mais pour retravailler aussi sur toutes ces dimensions de posture, d'exigence, de présentation, et puis d'être en capacité de produire quelque chose concrètement par le texte ou par la musique. Après, pour moi, ça a été toujours des rencontres très riches. C'est déroutant quand on en ressort. D'y aller, d'être là, c'est sur le moment, ça va. C'est quand on ressort après qu'on mesure un petit peu ce que c'est la détention, et aussi du fait que en fait, on n'est pas simplement privé de liberté, mais privé d'un certain nombre de choses, dont justement le contact avec la culture. Donc, à chaque fois qu'on a été amené à intervenir, moi personnellement, avec les musiciens, les détenus sont très reconnaissants de notre démarche d'aller à leur rencontre et de partager un temps de musique, et surtout aussi, la plupart d'être contents qu'on leur propose pas que simplement d'écouter du rap ou autre chose, mais qu'aussi on soit amené à leur faire découvrir un univers qui est franchement très éloigné de ceux dans lesquels ils évoluent habituellement, même si on retrouve des gens très différents en milieu carcéral. Et une fois d'ailleurs, il y avait un jeune détenu qui était venu me voir à la fin d'un concert en disant oui, où est-ce qu'on peut vous écouter bientôt en concert? Alors moi j'étais un peu gênée parce que je me disais mais si vous êtes là c'est compliqué. Il me dit non mais je sors dans 15 jours. Et puis bon du coup quelques peut-être semaines après c'était à la maison d'arrêt de Villepinte, et on jouait à Tremblay en France qui est juste à côté quelques temps après, et donc on faisait un concert Brahms, je me souviens, avec les variations sur un thème de Haydn et le concerto pour violon. Et à la fin d'un concert, je vois un jeune homme qui vient voir, qui me dit bonjour madame, vous vous souvenez de moi? Alors le temps que et donc il me dit oui, on s'était vu à la maison d'arrêt, puis il m'a dit je suis venu au concert, et il avait amené sa petite sœur avec lui, et j'avais trouvé ça super parce que si on s'était pas rencontrés dans ce lieu-là, il serait jamais venu au concert, et que c'est assez étrange que cette rencontre se fasse dans un lieu comme celui-là. Mais voilà, donc petit à petit, il y a quand même des petits résultats qui font suite à ces rencontres. Mais moi, je trouve que c'est important, de continuer à faire ces démarches-là et d'aller parce que déjà ça leur permet d'être en contact avec des œuvres et avec le beau, mais aussi comme pour ce jeune homme-là, ça fait un petit déclic et ça les amène aussi à avoir d'autres pratiques en société une fois qu'ils sortent, et c'est quelque chose d'important aussi. Il y a dans votre travail une attention soutenue à la pédagogie. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu brièvement de Demos, de votre implication dans le dispositif Demos. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là aussi?
Oui, alors en effet, dans la troisième grosse identité de l'orchestre, c'est de dire, bon, artistiquement, on va essayer de faire des nouvelles propositions, on va essayer d'être présent au cœur des territoires, mais justement pour faire en sorte que sur les différents territoires, on ait aussi des publics différents qui viennent, que ce soit des enfants, des familles et toute diversité. Il faut aussi créer les conditions de se rencontrer, de partager, de faire découvrir la musique. Donc pendant longtemps, on était surtout sur des actions de découverte et de sensibilisation qu'on continue à mener et à porter, que je trouve très importantes et très intéressantes. Mais je me suis rendu compte que c'était bien qu'on s'arrête pas là et qu'on laisse pas uniquement les jeunes dans une situation de découverte, mais qu'on leur permette peut-être à eux aussi de pratiquer eux-mêmes un instrument et de se saisir d'être un orchestre pour leur permettre de vivre aussi une expérience assez riche, assez unique et de profiter de cette force du collectif qu'on peut impulser avec l'orchestre professionnel. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé, nous, et ça, c'est aussi une réflexion que, comme j'étais à l'époque directrice du conservatoire d'Austin, je me rendais compte aussi que au début, c'est plutôt les enfants des familles qui venaient des quartiers résidentiels qui allaient au conservatoire et qu'on était au pied d'un quartier où il y avait un tiers de la ville, voilà, dans un quartier d'habitat social et populaire, et qu'il n'y avait aucun des enfants qui habitaient ce quartier-là qui était présent au conservatoire. Donc, on a essayé de mettre en place des actions avec le conservatoire, et quand l'orchestre a eu sa résidence là-bas, de mener conjointement d'autres actions. Et en fait, on s'est rendu compte, je me suis dit, tiens, plutôt que de les faire venir au conservatoire, pourquoi pas aller dans les structures qu'ils fréquentent et puis de travailler sur des formats plutôt d'apprentissage collectif, pas pour se dire simplement ça va coûter moins cher, mais aussi parce que pour beaucoup d'enfants, je m'étais rendu compte que le fait d'être dans un groupe, ça crée une certaine émulation et que eux, ils sont plus à l'aise dans justement l'apprentissage en groupe et de s'appuyer sur cette force aussi du collectif. Et c'est comme pour des fois l'éducation nationale, ce qu'on peut proposer en termes de méthodologie ne convienne pas forcément à tous les enfants, et que c'était peut-être bien en musique de pas du tout se dire on va faire sans les conservatoires, mais de proposer une autre forme et une autre expérience. Et donc on a commencé à faire ces ateliers de pratique collective justement dans des centres de loisirs et des centres sociaux à Stains et à Sevran. Et voilà. Et donc dans cette académie, l'académie Divertimento, on souhaitait que justement ça soit tous les projets que l'on fait autour de la pratique musicale. Donc on avait des partenariats avec les conservatoires des villes dans lesquelles nous jouions, mais il y avait pour moi, c'était important de réfléchir à savoir comment les enfants, on pouvait les amener à pratiquer la musique et que justement, il y ait ces enfants-là qui ne seraient pas allés naturellement au conservatoire, comment on peut faire en sorte qu'ils puissent commencer à pratiquer un instrument et surtout, et c'est surtout là où je trouve que la démarche et l'enjeu est le plus important, comprendre l'exigence de la pratique de la musique. Parce que c'est franchement, de jouer dans un orchestre, de faire de la musique, c'est magique. Mais et puis voilà, le plaisir que ça procure, c'est quelque chose de très important et de magique. Mais pour se faire plaisir, faut progresser. Pour progresser, faut travailler. Et cette notion d'exigence, d'effort, voilà, on sait que c'est pas simple. De nos jours, c'est encore moins simple qu'avant. Donc voilà, donc de dire, tiens, ça nous laisse aussi du temps pour préparer les familles et les enfants à comprendre cette exigence-là, pour qu'après, une fois qu'on les amène à poursuivre en conservatoire, pour ceux qui le souhaitent, ils sachent aussi ce qui va les attendre et que les parents soient aussi plus impliqués dans le parcours de leurs enfants. Et cette expérience-là qu'on a menée, ces expériences-là qu'on a menées à Stains et à Sevran, nous a amené à avoir un petit peu cette expertise-là. Et à l'époque, donc la Cité de la musique nous a souhaité nous associer à la création de ce projet Demos en s'appuyant sur ces formats-là et sur cette expérience que nous avions menée sur les territoires, associée également à leur expérience à eux. Et c'est pour ça qu'on a été partenaire du projet Demos dès le début, qu'on l'est encore. On continue avec l'orchestre par ailleurs, nous, à réfléchir sur une méthodologie différente. Donc, on continue à être présent dans Demos, on continue à développer nos propres projets parce qu'on a aussi notre propre autonomie. Mais pour moi, c'est important d'être présent aussi dans cette phase-là au tout début et de s'impliquer auprès de jeunes qui vont commencer la pratique musicale à nos côtés. Et pour certains, notre académie, elle a 10 ans, donc il y en a certains qu'on a réussi à suivre sur 10 ans, d'autres qui étaient déjà en conservatoire et qui ont suivi pendant 10 ans nos dispositifs et c'est vrai c'est peut-être encore trop tôt pour en faire des résultats précis et puis d'avoir des mesures d'impact peut-être
bien précise, mais en tout cas, on a pu voir que dans un certain nombre de parcours, ça a été quelque chose de très important parce qu'on avait des jeunes, particulièrement des jeunes filles, qui au début de leur pratique musicale étaient un peu perdues, savaient pas trop où est-ce qu'elles voulaient aller, et puis grâce à justement à tout ce que ça peut apporter, la pratique de la musique, le fait d'être associé aussi, parce que l'Académie Divertimento, c'est une académie où les jeunes viennent jouer dans un orchestre professionnel. Alors ce pourquoi je dis ça, c'est important, c'est là où par exemple c'est un peu différent de ce qu'on fait avec le projet Demos, mais quand les petits jeunes viennent jouer au sein de l'orchestre, moi je leur dis, je ne fais pas de différence. Pour moi, ça ne m'intéresse pas celui qui est petit, le moyen ou le grand, celui qui est professionnel ou amateur. La seule différence, c'est que chaque musicien a une partition qui est associée à ses outils techniques. Le reste, j'ai la même exigence, je veux le même engagement de la part de tout le monde. Et quand je fais une répétition avec des enfants qui peuvent avoir entre 8 et 10 ans, mes musiciens professionnels ou des adolescents qui font partie des élèves des conservatoires, je tiens le même discours envers tout le monde. Et du coup, ça amène aussi beaucoup les élèves des conservatoires et ces petits qui commencent à nos côtés à la fois profiter de l'énergie que procure un orchestre, et ça c'est vraiment chouette quand vous êtes à l'intérieur, mais aussi de comprendre que c'est hyper exigeant et que ça les fait beaucoup travailler. Et en règle générale, on a beaucoup de profs de conservatoire qui nous disent revenez comme vous voulez, parce qu'avec vous, au moins ils bossent et ils ont fait des progrès, donc est-ce que vous pourriez revenir? Bon, voilà, c'est assez rigolo de voir ça. Mais c'est pour ça que pour moi, la dimension pédagogique, elle est importante, et notamment au travers de la pratique, parce que ça a quand même un impact assez important dans le parcours de ces jeunes, et notamment sur tout ce que ça peut leur apporter aussi comme méthodologie, et surtout en confiance en eux. Voilà. On a commencé cet entretien en parlant du monument, en parlant des monuments, et on s'achemine maintenant vers la fin. On va revenir vers les musées, peut-être, parce que je crois que vous êtes membre du conseil d'orientation du Musée national de l'immigration. Quel regard portez-vous sur cette institution? On sait qu'elle a eu une naissance un peu compliquée. Aujourd'hui encore, on trouve parfois qu'elle peine à trouver sa place dans le paysage muséal français, et notamment dans le paysage muséal parisien. Pourtant, elle correspond là aussi à un engagement politique très fort qui a été voulu. Comment concevez-vous votre rôle en son sein ? Alors écoutez, moi mes missions elles se sont arrêtées l'année dernière, donc mais ça a été un moment important malgré tout. Alors après moi je venais avec, je suis pas du tout spécialiste des musées, et en même temps c'était intéressant de pouvoir rassurer sur le fait que c'est un établissement qui a tout son sens et qui est très utile, et de voir aussi peut-être comment petit à petit au travers des différentes expositions, et puis aussi de toute la programmation qui peut se réaliser autour de l'action culturelle, comment justement on peut faire prendre conscience aussi aux jeunes particulièrement de la richesse justement des apports des différentes immigrations, des différentes cultures. Après, je pense qu'un musée, c'est comme, alors je dis ça, je dis mon point de vue à moi, mais très humblement, peut-être on se doit, comme la réflexion auquel nous on doit faire face, les orchestres symphoniques, c'est on doit forcément se réinventer, on doit créer à la fois faire venir le public vers nous et savoir comment on peut aller aussi mieux toucher les publics dans les différents territoires. Et je pense que c'est peut-être plus dans cette démarche-là qu'il y a quelque chose à réfléchir. Et voilà, et d'associer. Je sais que par exemple, on a réussi à faire venir pas mal de nos publics dans des parcours musicaux qu'on faisait par exemple au sein du centre Georges Pompidou, ou aussi au Louvre à Lens. Là, on est amené à aussi à pas mal travailler, et où c'est aussi une façon différente de pouvoir impliquer des populations. Et je pense, alors bon, je suis désolée, je réfléchis un petit peu à voix haute, mais je pense que s'il y a en fait un enseignement que moi je retire de toute cette expérience avec l'Orchestre Divertimento, c'est de se dire que maintenant on ne peut plus faire les choses tout seul. C'est-à-dire que là, la réussite de ce projet de l'Orchestre Divertimento, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'on est perfectible dans plein de sujets, mais si on a réussi à mieux s'intégrer dans des territoires, à travailler sur ces dimensions à la fois sociales et éducatives, c'est parce que aussi on s'est appuyé sur d'autres compétences, et qu'à un moment donné je me suis dit, même si j'ai
j'ai fait des études de direction d'orchestre, des études d'érudition, de musicologie. Bon, voilà, j'ai plein de connaissances dans plein de sujets, mais il y a aussi plein de choses que je ne connais pas et que, voilà, travailler auprès de certains publics, ça demande aussi d'avoir des compétences d'éducateur, de travailleur social, d'enseignant, et qu'à un moment donné, de dire, on peut plus voir en fait notre métier que par le prisme de des métiers qui sont propres à que la musique ou peut-être qu'au patrimoine, et que là, petit à petit, nous, autour de la table, quand on met en place nos résidences en région ou en région Île-de-France, voilà, on a à la fois des structures culturelles qui sont représentées, des structures sociales, éducatives, des mécènes, des collectivités locales, et c'est les forces de tout le monde qui permettent de faire en sorte qu'on a cette dynamique-là, et c'est pas juste Zaya Ziwani ou les musiciens d'orchestre divertimento qui arrivent à faire ça. Et je pense que voilà, c'est aussi peut-être un des sujets qu'on avait commencé, des choses dont on avait commencé à débattre avec le musée d'histoire de l'immigration, et peut-être qu'on doit aussi peut-être tous porter ensemble, c'est de dire peut-être d'arriver à créer des dynamiques, pas uniquement avec les personnels des musées, mais de voir comment on peut s'associer à peut-être d'autres projets et créer des dynamiques ensemble. Et les petites expériences que j'ai pu avoir, que ce soit au Centre Georges Pompidou ou au musée, ça a été aussi le fait d'avoir fait venir des publics différents et fédérer des publics beaucoup plus nombreux. C'est parce qu'on a travaillé ensemble, c'était dynamique qu'on a créé ensemble. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui se font et je suis pas assez au fait de se dire tiens c'est suffisant ou c'est pas suffisant, mais en tout cas voilà, si on peut reproduire de notre expérience, pour nous ça a été très bénéfique de s'associer à d'autres compétences, et je pense que c'est aussi en travaillant en commun qu'on arrivera à faire peut-être plus évoluer et élargir aussi les publics. Alors justement, vous disiez qu'il restait beaucoup de chemin à parcourir. Alors ce chemin, dans quelle direction aimeriez-vous le tracer? Quels sont vos projets maintenant? Écoutez, mes projets, c'est... je dis pas que je suis pas très exigeante, mais c'est d'arriver à faire la même chose, mais en plus sereinement. Voilà, parce que voilà, je passe encore beaucoup de temps et beaucoup trop de temps à devoir aller chercher de l'argent. Tout le monde est assez convaincu du discours, mais après dans les politiques publiques, c'est compliqué la mise en œuvre, et qu'il y a encore trop de différences qui sont données entre les grands lieux culturels et les territoires. Alors bon, l'idée c'est pas du tout d'opposer les uns aux autres, mais moi je suis assez convaincue que pour que les publics aillent au concert, dans les grandes salles de concert, aillent au musée, il faut aussi que ces dynamiques-là culturelles existent sur les territoires. Et malheureusement, elles ne sont pas assez présentes, elles ne sont pas assez valorisées. Et que du coup, nous, l'Orchestre Divertimento, encore maintenant, sur certains projets que nous faisons, on va être financé par exemple par les crédits du ministère de la Ville sur certains territoires. Quand on joue à Stein et qu'après on joue à la Philharmonie de Paris, on joue les mêmes programmes, donc avec les œuvres qui sont aussi exigeantes et aussi belles. On est dans les mêmes tenues vestimentaires, et pour autant, dans ces territoires-là, par exemple à Stein ou à Sevran, ça va être plutôt considéré ça va être plutôt accompagné par les crédits politiques de la ville, alors que quand on est dans les lieux culturels, ça va être plutôt sur les crédits culture. Donc du coup, là, il y a encore du chemin, parce que ça veut dire qu'on considère pas les publics de la même façon, qu'on valorise pas les territoires de la même façon, et du coup, les moyens qui sont donnés sont pas du tout les mêmes, et les rapports sont parfois de 1 à 10, voire de 1 à 100. Et donc voilà, donc c'est pour ça que il y a encore du chemin dans ce sens, pour qu'on arrive à comprendre que quand on va jouer une symphonie de Beethoven à Stein, c'est pas du socio-culturel, c'est de l'artistique, sauf qu'au lieu d'être à la Philharmonie de Paris, c'est là, et que ça peut aussi être là, et qu'il n'y a pas de raison que la musique classique ne vive que dans ces grands lieux. Donc voilà, donc pour moi, il y a encore beaucoup de pédagogie à avoir, d'engagement pour rester fidèle à ces valeurs-là, et qu'aujourd'hui, pour mener l'ensemble de ces projets-là, on est encore trop soumis à des moyens qui sont trop fragiles, pas assez pérennes dans le temps. Donc voilà. Donc moi, je souhaite que que peut-être un projet comme l'Orchestre Divertimento, ça soit pas une exception, mais que ça soit peut-être en tout cas des dynamiques qui deviennent un peu plus communes et un peu plus évidentes, et qu'on fasse plus autant de différences entre les territoires et entre les publics. Donc voilà, une fois qu'on aura réussi à faire ça, ce sera quelque chose d'important. Et puis là, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la place des femmes dans le milieu culturel. Voilà, tant sur les artistes
les artistes femmes que aussi les femmes qui, dans beaucoup de territoires, souvent aussi sont face à des réalités financières ou sociales aussi fragiles, et parfois plus fragiles aussi encore, et qu'il faut faire en sorte que les femmes puissent aussi se permettre et s'autoriser d'avoir une pratique culturelle et de mettre les conditions pour qu'elles puissent les avoir. Valoriser beaucoup plus la place des femmes dans, alors je parle dans la musique symphonique, à la fois dans les postes aux instruments, mais aussi valoriser beaucoup plus les femmes compositrices, les femmes chefs d'orchestre, les femmes solistes. Et donc voilà, moi j'ai décidé depuis quelques semaines, voilà, enfin je vais lancer dans quelques semaines un fonds de dotation qui porte mon nom, justement pour travailler sur ces enjeux de la place des femmes dans le milieu de la culture et particulièrement dans la musique symphonique, parce que voilà, c'est un sujet que je porte avec l'Orchestre Divertimento, mais je souhaite aller encore plus loin parce que pour moi c'est peut-être un des enjeux majeurs voilà, dans lequel on doit relever dans les prochaines décennies. Et je pense que voilà, avec mon parcours et mon expérience, voilà, j'ai envie de continuer à m'engager dans cette voie-là. Donc voilà, donc les chemins qui arrivent, ça sera plutôt sur voilà, plus de culture dans les territoires et surtout plus de place pour les femmes. Zaya Ziwani, merci. On souhaite le succès à cette nouvelle initiative. Merci. Comme vous l'avez connue jusqu'à présent dans tout ce que vous avez entrepris. Merci pour ce temps d'échange avec nous et pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci à tous. Merci. C'était une carte blanche de l'INP. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la médiathèque numérique de l'Institut national du patrimoine, médiathèque-numérique.inp.fr.